Bonjour à tous, bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Nous recevons ce matin Ramayad, vice-présidente du Parti radical et vice-présidente de l'UDI. Bonjour Ramayad. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Direct Politique. Sur notre plateau également Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France, et Armelle Le Goff, éditorialiste politique et rédactrice en chef adjointe. Je vais y arriver à 20 minutes. Il est tôt, c'est parti. On y est, chers internautes. Je vous rappelle le principe pour commencer cette émission. Vous avez une quarantaine de minutes pour réagir et poser votre question à Ramayad. Je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Ramayad, on va parler longuement des européennes et du séisme politique de dimanche, du scrutin de dimanche dernier. Mais avant cela, venons-en à l'actualité chaude de hier soir et de ce matin. La crise est profonde, plus que jamais à l'UMP ce matin. Le bureau politique a été assez chaud, assez vif. Ce matin, François Fillon a demandé la mise en réserve de Jean-François Copé à la suite des révélations de l'avocat de Big Malion qui a révélé l'affaire de fausses factures à l'UMP. Ce matin, selon vous, est-ce que Jean-François Copé doit quitter la direction de l'UMP? Écoutez, ce que nous apprenons est proprement incroyable. Les révélations sont une déflagration. Si ces faits sont avérés, c'est que la justice qui le dira, eh bien, les conséquences politiques sont importantes. Parce que c'est toute l'UMP qui est éclaboussée. Mais j'ai envie de vous dire, c'est toute notre démocratie qui tremble. Parce que c'est le premier parti d'opposition à l'heure d'aujourd'hui. Et d'autre part, parce que, en face, ça ne va pas mieux. Dans la mesure où le PS... à travers le gouvernement, vient de subir une déculottée. On va y venir. Alors, et enfin, pardonnez-moi, mais il faut mettre tout cela en perspective. Les choses évoluent heure par heure. On a l'impression qu'on ne touche pas le fond. La grande nouvelle quand même de cette semaine, c'est la victoire à plus de 25% aux élections européennes du Front National. Oui. C'est-à-dire que le tremblement de terre s'accompagne de répliques tout aussi violentes sur les unes l'ensemble que de la les vie autres. politique. On se demande où tout ça va s'arrêter. Et les Français qui regardent cela sont médusés. Sommes-nous à la veille d'un changement profond, d'un bouleversement de nos institutions qui ouvrira un nouveau cycle? Ou est-ce une turbulence que les uns et les autres, à gauche comme à droite, vont essayer de contenir pour que demain les affaires reprennent comme si de rien n'était? C'est la question qui est posée aujourd'hui. On va revenir, Ramayad, bien sûr, sur ces questions de fond. Mais puisque vous dites ça change de minute en minute, et même de seconde en seconde, puisque Jean-François Copé dit qu'il ne se représentera pas à la tête de l'UMP au congrès d'octobre qu'il vient d'accepter. Est-ce qu'il doit partir tout de suite ou est-ce qu'il doit attendre octobre? C'est évidemment la question qui est posée derrière. C'est-à-dire, quitte à partir, pourquoi ne pas partir tout de suite plutôt que de laisser la crise se prolonger? C'est ce que lui répondront ceux qui demandent son départ. Mais nous sommes là dans un commentaire à chaud qui ne me met pas très à l'aise parce qu'on ne sait pas comment tout ça va tourner. Mais tout de même, vous parliez de déflagration. Est-ce que Sarkozy semble aussi éclaboussé, sa campagne de 2012 est-ce qu'il pouvait ne pas savoir? Est-ce que du coup, qu'est-ce que vous en pensez? J'en sais rien. Je n'en sais rien. L'enquête le dira. Il y avait quand même... C'est un problème que l'ex-président soit éclaboussé de cette façon. Au moment où je suis allée me coucher, hier soir, il y avait encore des policiers au siège de l'UMP qui se faisaient livrer des pizzas. Perquisition hier soir au siège de l'UMP. Je veux dire, c'est juste hallucinant. Oui, mais alors le fait que l'ex-président puisse être éclabousé par cette affaire, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il est impliqué là-dedans. Mais je n'en sais rien. Je suis comme vous. Tout de même, l'affaire est considérable, l'affaire est invraisemblable. Les sommes sont astronomiques, on parle 11 millions de fausses factures. Et puis oui, les militants UMP ont été obligés de mettre la main à la poche. Il semblerait, Ramayad, qu'on ait affaire soit à des menteurs, soit à des incompétents. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en sais rien, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Ceux qui sont responsables de ça doivent rendre des comptes. Sinon, nous serons tous entraînés là-dedans. Déjà que les Français considèrent que nous sommes tous pourris, mais là, ce sera encore pire. Et moi, je n'ai pas envie d'être associé à cela. Donc sur le thème du tous pourris. En 2007, vous avez fait campagne
aux côtés de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ces dérives financières vous paraissent plausibles? Oh, mais je sais rien, j'avais 29 ans. Oui, mais vous avez vu une campagne. Oui, mais j'étais même pas dans l'équipe de... Non, mais c'est pas pour me défausser, je vous dis juste les faits. J'étais même pas dans l'équipe de campagne. J'ai fait ma campagne toute seule, dans mon coin. Avec Emmanuel Mignon, quand même. Je l'ai rencontré et puis j'ai fait la campagne. Mais enfin, c'est pas le sujet. Bah, vous si, voulez quand faire même. quoi? Si, c'est le sujet. M'associer à cette Non, histoire-là? je vous Est-ce qu'on demande ce peut, que vous Ramayad, en est-ce qu'on pensez. peut franchement, Ramayad, être le Je patron vous d'une demande ce que vous campagne? en pensez. J'ai quitté l'UMP, je vous précise. pourquoi, pour des justement, tas de alors raisons. Donc, parce Notamment celle-ci. à cause de la droitisation, à cause des... Je pense aussi Kadhafi. de la manière dont j'étais traité par rapport aux missions Rappelons-le, qui m'étaient en confiées. 2010, quand vous êtes- C'était pour des raisons de fond. hein, Quand c'était vous, pas- quand vous quittez le parti en 2010, Jean-François Copé était à la tête du parti. Oui, il a été l'élément... C'est une des raisons pour lesquelles vous avez quitté l'UMP? Écoutez, au moment où je trouve insupportable la droitisation, la ligne Buisson, et que j'explique au président de la République que ces gens-là, qui nous viennent du Front National et qui nous ont infiltrés, n'ont qu'un seul objectif, instaurer un bloc des droites, c'est-à-dire une fusion entre la droite républicaine et l'extrême droite, et que ça, ce sera notre mort Les politique. adversaires de Jean-François Copé au sein de son parti lui reprochent souvent de maîtriser, de cadenasser un peu l'UMP, de mettre autour de lui l'ensemble de ses proches. Est-ce qu'en 2010, vous aviez cette impression-là? Écoutez, moi, en 2010, au moment où je quitte le gouvernement, le président de la République me demande de me rapprocher de Jean-François Copé pour, au sein de l'UMP, travailler sur les questions de jeunesse et de cohésion sociale. Ce qu'il a refusé. Jean-François Copé. Jean-François Copé. Bon. Très bien. Moi, je ne peux pas continuer à fonctionner dans un parti où des propositions comme la déchéance de la nationalité côtoient des lignes buissonnières qui nous rapprochent du Front National, tout en étant complètement isolé dans les convictions républicaines et humanistes qui me portaient, et en plus avec des personnes qui ne voulaient même pas travailler avec moi. Bon, Mais tout est-ce ça que s'est combiné pour expliquer que je ne pouvais plus rester. Ça aurait été bien plus confortable, je vous assure, de rester à l'UMP, parce que l'investiture UMP vous garantit nécessairement aux élections au moins une présence au second tour. Donc j'ai pris tous les risques à ce moment-là, en partant. On m'a nommé ambassadeur de France pour me retenir, mais j'ai quand même quitté. Et puis j'ai voulu aider Jean-Luc Borloo à se présenter à l'élection présidentielle pour pouvoir représenter cette aile républicaine de la droite. Qu'est-ce qu'elle existe? On va y venir. Et donc Ce je que ne vous nous voulais... dites, en tout cas, Oui. c'est que vous avez averti Nicolas Sarkozy de la dérive que vous constatiez au niveau politique. Donc, quand certaines personnes nous disent qu'on n'avertit jamais Nicolas Sarkozy de Bien quoi sûr que ce si. soit, Mais, tout le monde sait, tous les Français... peut-être, tout- on peut lui dire Bien sûr, mais qu'il y a des dérives. Oui, mais à ses risques et périls. C'est-à-dire que mais comme pour tout Non, mais c'est président, intéressant je parce pense que, que même Mitterrand... en termes financiers, C'est il y a parce beaucoup que- de gens qui disent Nicolas Sarkozy, on ne peut rien lui dire, on lui parle Oui, pas de l'intendance. mais après, le problème, c'est que moi, comme vous le savez, comme tous les Français le savent, je n'ai jamais hésité à dire mes désaccords. Bon. Et cela a fait l'objet de beaucoup de commentaires et d'attaques mais permanentes de la majorité face à ce qu'ils appelaient mes caprices, mes rébellions, mes hormones, je ne sais quoi d'autre. Bon. Mais sur l'essentiel, quand l'essentiel est en cause, on a un devoir de s'exprimer et on a un devoir de tirer la sonnette d'alarme. Alors, sur l'aspect financier, toutes ces histoires, je n'ai absolument aucune information puisque je n'étais même pas, en 2012, je n'étais non seulement plus à l'UMP, mais pas dans l'équipe de campagne. Et même quand le Parti radical, avec Jean-Luc Borloo, décide de rallier Nicolas Sarkozy, je suis encore sur l'autre rive, les bras croisés. Je refuse jusqu'au dernier moment, mais avant le premier tour, parce que j'estimais que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas gagner avec cette ligne droitière, parce que nos idées n'étaient pas représentées. Et parce que nous n'avons aucun intérêt à dire exactement la même chose. Alors que ça, le Front Ramayad, c'est National. sur le fond. Mais si on parle de l'appareil du parti, on a une question de Marie qui nous dit, ça me tease un petit peu, il semblerait que l'UMP soit pourri, nous dit-elle. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, qu'aujourd'hui l'UMP n'est plus digne de représenter l'alternance et un parti d'opposition La crédible? situation est catastrophique et on verra ce que dit l'enquête, hein, si c'est une dérive comptable ou si c'est plus grave encore. Mais de toute façon... L'UMP peut exploser selon vous? Ça fait des années qu'on le dit, mais... Là, on arrive à un niveau de crise jamais atteint. Si Jean-François Copé accepte de partir et qu'une nouvelle direction se mette en place, peut-être qu'ils pourront écrire une nouvelle page. Mais ça ne réglera pas pour autant
un, le problème de chef, parce qu'il n'y a pas de chef encore à l'UMP. Deux, le problème du projet. On ne sait pas ce que pense l'UMP et la victoire municipale était une victoire en trompe-l'œil vu les résultats aux européennes. Et trois, une équipe, les trois conditions pour faire un parti gagnant, une équipe, quelle équipe aujourd'hui? Donc, nous, du côté de l'UDI, du Parti radical, on n'a pas, on n'est pas mêlé à cela, mais on a le devoir, tout comme les socialistes, les communistes, tout le monde, de regarder ça de près. Parce que c'est l'avenir de l'opposition qui est en cause. C'est l'alternance qui est en cause. Et l'heure est fondamentalement grave. On va parler de votre rôle au sein de la droite, au sein du centre. Mais avant cela, on va débriefer un petit peu les européennes. Le séisme électoral a été considérable dimanche. On a constaté, comme vous le disiez, l'effondrement des partis de majorité, à commencer par le PS. François Hollande est intervenu hier soir pour donner ses explications. D'abord, est-ce qu'il vous a semblé bon, crédible, et est-ce qu'il peut réorienter l'Europe? En a-t-il les pouvoirs, comme il l'a affirmé hier soir? Hier soir, le président de la République m'a semblé déconnecté. Je n'ai même pas compris ce qu'il a dit, ou même s'il a dit quelque chose. C'était une intervention pour rien. D'abord, en termes de communication, c'était déprimant. Ensuite, sur le fond, il semblait impuissant. Il a répété la même chose que d'habitude, y compris d'ailleurs Manuel Valls, qui est pourtant meilleur en termes de communication. C'était pas mieux le dimanche soir. On est dans une impasse. Le président a grillé ses cartouches, il a changé de Premier ministre, il a changé son gouvernement. Et aujourd'hui, l'opposition, certains dans l'opposition sont réduits à demander ou sa démission ou une dissolution. Hervé Morin fait partie de ceux-là. C'est dire l'impasse où on est. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit démissionner? Est-ce qu'il doit dissoudre? À quoi ça servira? Imaginez, il dissout. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu l'UMP? Ça veut dire qu'on va avoir des élections législatives, mais vous avez vu l'état de l'opposition. Vous pensez que ces gens-là sont capables d'incarner l'alternance? Et de prendre la tête de l'État, de nommer des ministres. Non mais attendez, on est dans une situation où ce sont nos institutions qui sont en cause. On est dans une situation où à la fois la majorité et l'opposition ne sont pas, et quand je dis l'opposition, c'est l'UMP en l'occurrence, ne sont pas opérationnels. Et ceux qui sont forts dans ce contexte, c'est le Front National. On en est quand même là. Cette situation est gravissime. On n'a pas vu ça depuis très longtemps. Et donc, le seul qui pourrait, par un geste, j'allais dire exceptionnellement fort, relever le gant, sauver le pays, c'est François Hollande. Mais il en est incapable au regard de ses déclarations d'hier soir. Donc, on est aujourd'hui dans une situation où moi, je pense qu'il faut tourner la page de ce système politique. On doit rentrer dans une nouvelle époque, dans une nouvelle ère. Il faut changer les dirigeants actuels. Il faut que nous refondions profondément notre démocratie sur le cumul des mandats, sur la représentation à l'Assemblée nationale des partis politiques. Justement, il faut sur la plus de représentativité, transparence par démocratique. exemple. Si j'étais François Hollande, je changerais tout et je prendrais l'opposition comme interlocuteur en la mettant au défi de faire les changements profonds qui sont nécessaires. Et simplement, il ne le fait pas. C'est-à-dire un gouvernement d'union nationale? C'est-à-dire que on arrête de tergiverser. Le millefeuille territorial, on le simplifie maintenant. Ça, c'est prévu. Enfin, ils ne peuvent pas non plus le faire en un claquement de doigts. Mais on ne peut pas le faire en un claquement de doigts. Enfin, ça fait 30 ans qu'on sait ce qu'il y a à faire. Ça fait 30 ans que les rapports se multiplient. Même le gouvernement actuel, ça fait 2 ans que Maryse Lebranchu travaille là-dessus. Oui. Donc, ne faisons pas semblant de découvrir ces sujets. Est-ce que François Hollande doit changer de cap? Je vous dis. François Hollande est déterminé à garder son cap et à accélérer les réformes. Vous pensez que c'est la seule solution qui s'offre à lui? Moi, je pense qu'il doit changer de politique. Je pense que... Pacte de responsabilité, pacte de solidarité, les baisses d'impôts, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? C'est nécessaire. Les baisses d'impôts, bien sûr que c'est nécessaire. Mais après, vous avez derrière le problème du financement. Vous avez derrière le problème du financement. Mais il y a des choix qu'il a faits qu'il ne devait pas faire. Je pense par exemple au recrutement de milliers de professeurs dans l'éducation nationale. Il ne fallait pas le faire? Non, il ne fallait pas faire ça. Non. Il y avait faire de l'éducation une priorité? Non, attendez, c'est pas la même chose. On ne dit pas la même chose. Attendez, il ne suffit pas de recruter des gens pour estimer que le problème du système éducatif français est réglé. Le problème des remplacements des profs, là encore... Attendez, vous êtes à la marge du problème.
Le problème, l'effondrement du système éducatif français est lié à des causes bien plus profondes. L'absence de réforme depuis 30 ans du collège unique. L'absence de réforme du système d'orientation qui envoie nos enfants à la boucherie. La dévalorisation des diplômes. L'absence de sélection qui fait que l'université est ouverte aux 4 vents, à tout le monde, et la plupart des gens y échouent parce que justement, il n'y a aucun garde-fou. Le fait que les programmes scolaires dénaturent le cerveau de nos enfants avec la survivance de la méthode semi-globale dans beaucoup d'écoles. Nous sommes là sur les choses qu'il faut faire en profondeur. La réforme des rythmes scolaires, non, c'était pas à faire non plus. Ça, c'est un problème majeur. Non, c'est le cœur du problème. C'est l'angoisse des familles françaises aujourd'hui qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Deuxièmement, la réforme de structure sur l'économie. La réforme des 35 heures. C'est vrai, nous n'avons pas été assez loin. Et bien que François Hollande ait le courage d'aller au bout. Deuxièmement, la réforme des retraites. Vous demandez à François Hollande de faire les 39 heures, de revoir l'organisation de notre système du droit social français. Il faut revoir aussi l'âge de départ à la retraite, qu'il ne peut pas rester à l'âge auquel il est aujourd'hui. On est obligé de le prolonger si on veut que notre système de finances publiques survive et perdure. C'est ça les réformes de structure qu'il faut faire, plus le millefeuille territorial, plus la question du cumul des mandats. Pardon, ça a été fait, vous me dites, mais enfin reporter à 2017, ce n'est pas normal. D'accord. Mais il y a aussi c'est ça les réformes en profondeur. Et parmi les structures, il y a le problème de la représentativité ou de la représentation nationale. Marine Le Pen réclame une dissolution et une proportionnelle à l'Assemblée. Vous êtes favorable, vous, à une proportionnelle? Et jusqu'où? Nous, on a dit que la proportionnelle était une idée intéressante pour permettre à la représentation française d'être à l'image de l'état politique du pays. Donc nous l'avions demandé même très officiellement lorsque Jean-Luc Borloo... Voilà. Mais vous n'êtes pas très ami avec Marine Le Pen, si j'ai bien compris. Donc une proportionnelle, ce serait quand même favoriser l'entrée du FN. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, je pense que il faut pas s'arrêter aux conséquences politiques, c'est-à-dire l'émergence du Front National sur la scène politique. Il faut voir les raisons de ça. Pourquoi? C'est pas parce que vous évitez que le Front National entre à l'Assemblée nationale que vous réglez le problème du Front National. Donc le problème de fond, c'est pourquoi le Front National en est là. Et on le sait. Il y a des milliers de livres qui ont été écrits là-dessus, des centaines de milliers d'analyses qui ont été faites. On le sait très bien. Donc 20, 30, 50 députés FN à l'Assemblée nationale, demain, c'est une nécessité? Non, c'est pas une nécessité. Ah non, c'est une conséquence dont on ne peut même pas passer. Pour une laïque, nous en garde. Mais simplement, s'ils doivent rentrer à l'Assemblée nationale parce que les Français l'auront décidé, eh bien ils rentreront à l'Assemblée nationale et nous les combattrons pied à pied. Et ils ont déjà prouvé, en étant à l'Assemblée nationale ou à la tête de mairie, qu'ils étaient incapables de gérer, d'assumer et de porter une responsabilité. Et vous pensez qu'ils vont être démasqués à l'Union en siégeant Ils l'ont été déjà. Dans les années 80, ils l'ont été à l'Assemblée nationale, lorsqu'ils siégeaient à l'Assemblée nationale. Ils l'ont été lorsqu'ils étaient à la tête de mairie comme Toulon et autres. Ils ont été désavoués à chaque fois qu'ils ont eu le pouvoir. Moi, ils ne me font pas peur. Une des raisons du vote FN, et Valls, le Premier ministre l'avait évoqué dans son discours de politique générale, c'est que la politique est devenue une langue morte. Est-ce que vous pensez que vous, les centristes, vous avez fait une bonne campagne pour les européennes? Je pense que on a fait du mieux qu'on pouvait. J'ai regretté au départ la manière dont les listes ont été composées. Et pas que moi d'ailleurs. Vous savez, en ce moment, depuis plusieurs mois, j'ai fait la campagne des européennes. Je suis allée sur le terrain, j'ai animé beaucoup de meetings, j'ai rencontré des Français et j'ai rencontré des gens de chez nous, de l'UDI, qui m'ont donné leur opinion par rapport à cette campagne. D'un côté, nous avons fait du mieux que nous pouvions, parce que dans cette europhobie ambiante, c'est pas facile de porter un message sur l'idéal européen. Pourtant, nous l'avons fait. Et nous avons été constants. Et nous avons eu raison. Nous avons raison de ne pas céder à la mode europhobe. Mais alors, vous portez quel discours quand vous faites campagne sur l'Europe? Vous dites qu'il faut plus... Il ne faut pas en sortir. Et puis, mais en même temps, il faut la réformer. Mais qui de mieux pour la réformer que ceux qui y croient? Mais c'est-à-dire la réformer comment? La réformer, ça veut dire une Europe politique. Sur l'Ukraine, par exemple, l'Europe ne dit rien, ne pense rien. C'est un drame. Bon. Et ensuite, une représentation politique. Nous voulons un président... Nous aurions voulu que le 25 mai, nous n'élisions pas seulement des députés européens, mais aussi un président de l'Union européenne. Mais c'est ou moins ce qui se passe avec le président de la Commission européenne. Justement, attendez, il a été élu par les peuples
C'est justement... C'est quand même une des réformes, Non, là, arrêtez, justement, arrêtez, pour arrêtez. donner- C'est le cœur du problème. La Commission européenne n'est pas légitime, n'a pas eu la légitimité démocratique des peuples européens, issus des peuples européens. C'est le cœur du problème. Et c'est pourtant là que se concentre l'essentiel du pouvoir Malgré tout, dans l'Union Mayad, européenne. le prochain président de la Commission européenne devrait être investi, en tout cas sous recommandation du vote du Parlement européen. Et Juncker est aujourd'hui le favori pour incarner l'Union européenne à la tête de la Commission européenne. Est-ce que selon vous, ce sera un bon président de la Commission européenne? Écoutez, nous, on a un candidat qui s'appelle Guy Verhofstadt. Qui Selon nous a toute vraisemblance, il ne devrait pas être élu ou faire l'unanimité. Vous pouvez ou laisser la démocratie s'exprimer avant, plutôt que de faire pensez des qu'il peut encore prophéties être élu? autoréalisatrices. Il a encore ses chances. Mais il va tout faire pour. Après tout, il est la synthèse de ses candidats. Il est assez consensuel, il est charismatique. C'est un homme extraordinairement chaleureux, qui est dans l'empathie. C'est pas le profil de M. Juncker. Enfin, on est comme on est. Mais enfin, tous ces gens, de toute façon, sont de bonne volonté. Mais il faut de la pas un chair. technocrate, Mais il quoi. faut de la chair à l'Europe. Il faut de l'empathie. Il faut du sentiment. Il faut du cœur. Il faut je ne sais pas, moi. Il ne faut pas uniquement de la technocratie, il ne faut pas uniquement de la froideur, il ne faut pas uniquement des normes. La citoyenneté européenne a besoin d'avoir un corps. Et pour ça, il faut des personnalités qui donnent envie et dans lesquelles les Français, comme l'ensemble des peuples européens, se reconnaissent. Monsieur Juncker, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est certainement un homme très très bien. Mais enfin, il est quand même l'incarnation de tout ce que les Français viennent de rejeter. Enfin, excusez-moi. Donc, il y a un problème. Et puis, on les a vus depuis longtemps. Ils sont là, ces gens-là. Ils incarnent l'Union européenne depuis des années. Mais qu'ont-ils fait? Pourquoi se présentent-ils aujourd'hui au suffrage des gens alors que jamais ils ne rendent compte de ce qu'ils ont fait? Ce divorce qui vient de se produire et qui est d'ailleurs qui a quelque chose de très français. Hein. C'est pas dans toute l'Europe qu'on a eu un contingent comme ça de combien? Ils sont 20 députés 23. européens, 23 qui vont 23. arriver au Parlement européen. Le plus gros contingent français, ce seront donc des députés d'extrême droite. Bon, bah, c'est juste grave, quoi. Justement, en on peut termes pas de continuer comme politique intérieure, le poids du FN est désormais considérable. Certains cadres de l'UMP, je pense à Alain Juppé, appellent à un rapprochement de la droite et du centre. Pour vous, c'est une nécessité ou pas? Est-ce que c'est une réponse? Non, mais on ne peut pas être juste dans la tactique électorale quand on a... C'est pas une question de tactique. Bah, c'est quoi, alors? Il parle de On ça se rapproche en... comment? Sur Est-ce que quelle c'est base? pas un maillage, une Une responsabilité responsabilité comment politique Mais- de ressouder deux forces qui peuvent être fortes et plus fortes, en l'occurrence, que par exemple le Front National. Donc, c'est même plus de la tactique, c'est juste de l'arithmétique. Non, Oui, c'est peut-être une forme de responsabilité politique et citoyenne face au risque. Au nom de quoi? Face au risque de la montée du Enfin, FN. la Ah bah- gauche plurielle, par exemple, pour vous, c'est de la tactique? C'est une question qui est oui. posée hein, Mais depuis, attendez, depuis dimanche soir. on se réunit sur un projet politique à présenter aux Français. On ne se réunit pas parce que le Front National a fait 25%. Ça suffit pas. Et il faut quand même se rappeler les origines de l'UDI. L'UDI s'est créé parce que des hommes et des femmes ont dit stop à la droitisation de l'UMP. Ont décidé de partir pour créer une nouvelle formation politique. C'est un risque majeur. Moi, je l'ai pris. Et pourtant, en 2 ans, on a pu faire une formation politique nouvelle au centre droit, avec un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, au Sénat. On a pu participer à la victoire de l'opposition municipale, puisque sur les 150 villes de plus de 9 000 habitants, qui ont été de plus de 10 000 habitants que l'opposition a gagné, un tiers l'a été par nous. Donc on a enregistré de beaux succès. Aux européennes, bon, le score aurait pu être mieux, parce que Vous franchement... envoyez combien de députés? on passe de 11 à 7, et le Modem en a 4 et nous 3, alors que nous avions le double de sortants. Là, il y a un problème. Vous voyez, on a déjà des problèmes à gérer entre nous. On a Jean-Luc Borloo s'est retiré. On a donc un président que nous devons élire en octobre. Décidément, octobre sera le mois de tous les dangers. Ensuite, nous devrons nous trouver un leader, parce que c'est pas parce qu'on élit un président qu'on a un leader pour 2017. Donc les deux peuvent correspondre, mais c'est pas sûr. Nous devons par ailleurs nous présenter aux Français un projet politique. Sur la base de ce projet politique, on verra quelles sont les accointances avec l'UMP, mais il n'y a pas d'adhésion automatique à l'UMP juste parce que le Front National a fait 25%. On a bien compris que vous étiez très attaché à l'autonomie du centre et de l'UDI, mais
Donc il faut un projet, il faut aussi quelqu'un pour l'incarner. Donc le retrait de Jean-Louis Borloo est aujourd'hui un problème pour vous. Qui peut le faire? Pour l'instant, je ne vois pas. François Bayrou? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à l'UDI, d'abord. C'est une raison Majeur. Il n'est toujours pas légitime au sein du Rassemblement des centres. On va, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, on va organiser à la mi-octobre une élection pour trouver un successeur à Jean-Louis Borloo. Donc à la présidence de l'UDI. Un nouveau président de l'UDI. François Bayrou ne peut pas se présenter, puisqu'il est dans un autre parti politique. Mais vous conviendrez que l'alternative, le rassemblement de l'UDI et du MoDem, est aujourd'hui effectif, et que le Rassemblement des centres se présente comme une force alternative. Il faudra faire clairement le bilan de cette alliance électorale et voir si on continue. On vous sent sceptique. Voilà. On vous sent sceptique. Pour vous, c'est pas une franche réussite. Dans mon dernier livre, avant que l'alternative ne se constitue, donc bien avant qu'elle se constitue, j'avais écrit qu'il fallait que les centres se rapprochent parce que sur le terrain, on ne peut pas avoir des listes centristes diverses et variées. Les Français ne comprennent rien. Bon. Je me rappelle que d'aucuns me disaient, surtout n'écris pas ça parce que c'est franchement pas d'actualité, ils se détestent depuis tellement d'années. Finalement, grâce à Jean-Louis Borloo et son art consensuel de rapprocher les contraires, on y est parvenu. Mais j'avais posé une condition, qui aujourd'hui n'est pas remplie. C'est que il faut absolument que François Bayrou accepte ait le courage de se couper le bras gauche. Il n'en manque pas de courage. Et il l'a fait à Pau. Et ce qu'il perdra sur sa gauche, il le gagnera sur sa droite. Sinon, le message est brouillé. Regardez, sur les 25 plus grandes villes au municipal, dans 19 villes, le MoDem a fait accord avec le PS ou avec l'UMP en nous enjambant. Comment les Français peuvent comprendre? Donc, ou on est ensemble ou on n'est pas ensemble, mais on ne peut pas être un jour avec la gauche, un jour avec la droite, un jour dans l'opposition, un jour dans la majorité. Donc il est toujours au milieu du gué. Pour vous, il est toujours au milieu du gué, François Bayrou. Oui, oui. Et donc, il faut cette clarification qui est indispensable. Et à ce moment-là, moi, je serai un porte-drapeau actif, enthousiaste de cette alternative. On parlait de candidature. Vous êtes candidate pour votre propre formation, le Parti radical. Mais est-ce que vous pourriez l'être pour l'UDI? Non. Parce que, alors pour qu'on comprenne avec tous ces partis, ces sigles, donc l'UDI c'est comme l'UDF. Donc c'est un parti, une fédération de partis qui réunit le Parti radical, l'Alliance centriste, le Nouveau Centre, enfin, bref, des tas de mouvements politiques centristes qui étaient dispersés et qui ont décidé de se réunir sous une même bannière, l'alternative. Voilà. Et sous cette bannière, l'UDI, sous cette bannière, vous avez effectivement des partis membres, dont le Parti radical, qui est le parti le plus ancien de France, le plus structuré aussi au sein de l'UDI, à cause de cette ancienneté et à cause de son idéologie politique qui est au sens positif. Donc rappelons-le, Amayad, vous êtes candidate. Et donc je suis candidate à la présidence du Parti radical. L'élection se tiendra entre le 16 et le 22 juin, c'est très très vite, très très bientôt. Pourquoi est-ce que, selon vous, vous êtes la meilleure à ce poste, pour incarner ce poste? D'abord parce que je suis la gardienne du temple républicain, si je puis dire, avec les radicaux. C'est-à-dire que nous voulons que ce parti continue à exister. J'ai fait depuis plusieurs années, donc bien avant que cette élection n'ait eu lieu, le tour de nos fédérations de la France pour aller voir les membres du parti, pour demander comment ils percevaient le parti, son avenir. Et il y a une très forte inquiétude, une peur de la disparition, justement à cause de toutes ces fédérations de partis, une peur d'être absorbé. On veut exister en tant que parti radical, parce qu'on a un siècle d'existence. C'est une vieille dame, le Parti radical, mais une vieille dame qui a encore des choses à dire. Et je vais vous dire pourquoi moi je peux le porter. Parce que les valeurs de ce parti, essentiellement, c'est la laïcité, c'est l'instruction publique, c'est la cohésion sociale, c'est la justice sociale. N'est-ce pas les sujets majeurs qui inquiètent les Français aujourd'hui? N'est-ce pas les sujets majeurs qui inquiètent les Français aujourd'hui? Et comment en est-on arrivé à ce que le parti le plus ancien de France soit peut-être le moins identifié par les Français, alors qu'il porte des valeurs, certes anciennes, mais profondément modernes? La laïcité, pourquoi Marine Le Pen en parle? Pourquoi se présente comme le défenseur de la laïcité? Mais c'est notre mission historique à nous, radicaux, parce que nous avons mis en place la loi de 1905, d'être à nouveau de retour aujourd'hui, parce que la question religieuse est de retour à travers l'islam. C'est notre mission historique. Amayad, est-ce que ce n'est pas un message qu'on n'a pas suffisamment entendu ces dernières années? Oui. Je pense à la laïcité, je pense aussi à l'assimilation de l'immigration en France. C'est un reproche qu'on entend le plus souvent, un message qu'on a laissé au Front National, celle de la laïcité, celle de la défense du modèle d'assimilation à la française, de l'école républicaine qui intègre les nouveaux venus. Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité, vous, qui portez ce message-là? Bien sûr, c'est notre échec que
tous les principes les plus fondamentaux de la République soient aujourd'hui récupérés par Marine Le Pen, qui se présente comme son meilleur défenseur, le meilleur défenseur de ces principes-là, c'est pour nous tous un échec. Et cela donne un devoir historique aux radicaux de revenir au devant de la scène publique nationale. Moi, je suis choquée, alors que je respire radical matin, midi et soir, de devoir expliquer ce qu'est mon parti politique. Et donc, je veux redonner la possibilité à ce parti, ce qui a été celui de Gambetta, de Clémenceau, qui a été celui de Jean Moulin, de Jean-Jacques Servan-Schreiber, de revenir aujourd'hui sur le devant de la scène et de permettre aussi à nos adhérents, qui sont plus de 10 000 quand même, plus de 10 000 dans le pays, donc ce n'est pas un petit parti, eh bien, de retrouver la fierté d'être radical et en plus qu'on leur donne la parole. C'est d'ailleurs la démocratie directe dans un parti, c'est important. Regardez ce qui se passe à l'UMP. Nous pouvons être exemplaires parce que parti le plus républicain de France dans ce domaine. C'est pour ça que je me présente et parce que je veux aussi qu'au sein de l'UDI, de l'Alternative, enfin toutes ces formations politiques, nous soyons des guides. Nous ne soyons pas la dernière roue du carrosse. Et je rappelle que c'est un parti que présidait Jean-Louis Borloo. Vous avez plusieurs fois sous-entendu que votre opposant Laurent Hénart n'avait pas votre dimension médiatique pour porter cette parole-là. Non. Ma force, je vais vous dire, mon atout, c'est pas la dimension médiatique. C'est que depuis que je suis dans ce parti, je n'ai cessé d'aller en voir les profondeurs sur le terrain. Il n'y a pas une élection où je n'ai pas été soutenir une quarantaine de candidats, aux législatives, aux municipales. C'était pour les rassurer sur votre passé sarkozyste? Pas du tout. Mais qu'est-ce que j'avais à gagner à faire ça? Rien. Il n'y avait pas d'élection. Mais vous ne pensez pas que ça peut vous porter J'étais invitée. Le fait d'avoir été ministre, d'avoir été nommé par Nicolas Sarkozy? Mais je vous rappelle que le Parti radical était dans l'UMP, avant même mon entrée en politique. Et je vous rappelle que ce Parti radical, présidé par Jean-Louis Borloo, était dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est des faits. Donc, je suis désolée, mais le Parti radical était dans l'UMP. Vous n'êtes pas une radicale historique, disons, par rapport à d'autres personnalités du Parti radical. C'est vrai, mais Jean-Louis Borloo, quand il est devenu président, il est devenu au bout de 2 ans. Et puis, vous savez, c'est pas l'ancienneté qui fait la valeur d'un homme ou d'une femme. C'est la marque d'une fidélité, sans aucun doute. Mais en même temps, c'est les valeurs que nous avons en partage qui importent. J'ai démissionné de mon poste d'ambassadeur pour accompagner le Parti radical, Jean-Louis Borloo. J'ai renoncé, j'ai quitté l'UMP et donc la possibilité d'avoir des investitures qui m'assuraient des succès électoraux pour le Parti radical. Et je suis, vous citez des personnes tout à l'heure qui sont plus anciens. Ils ne sont jamais partis aux élections avec la seule étiquette du Parti radical, malgré leur ancienneté. Et moi, je l'ai fait. Je crois que c'est ça le radicalisme. Vous parlez de Laurent Hénart? Non, je ne parle de personne. Il y en a plein d'ailleurs. Tous. Moi, je suis la seule, avec les radicaux de terrain, ceux qui sont, j'en ai vu tellement qui sont partis aux législatives comme moi, avec la seule étiquette du Parti radical. C'est ça pour moi, l'engagement radical. C'est pas juste d'être là depuis longtemps, sinon on prend le doyen et puis on ne fait plus d'élection. Vous voyez? Pourquoi on fait une élection? C'est pas pour, je veux dire, la présidence, c'est pas un droit héréditaire. Nous sommes le parti le plus républicain de France et l'on voudrait que ce soit le plus ancien qui soit déposé comme ça à la présidence. Non. Il y a une élection et c'est la première fois qu'on a une élection de cette nature. Je reviens à l'UDI d'un mot. Est-ce que vous ne craignez pas que le retrait de Jean-Louis Borloo déclenche des forces centrifuges? On voit des égos s'affronter déjà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'ensemble du centre? Je trouve que, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, c'est assez apaisé quand même. C'est-à-dire, les candidats potentiels n'ont pas mis de sang sur les murs. Vous voyez bien, c'est assez feutré. Il n'y a pas de bagarre sur la place publique. C'est contenu. Ça se passe, d'abord, dans une élection, c'est normal qu'il y ait des confrontations. Il n'y a rien de mal à ça. Confrontation de projets, des accords, différences de tempérament. Tant qu'on ne franchit pas la ligne rouge. Et cette ligne rouge, elle n'est pas franchie. D'ailleurs, il n'y a personne qui s'est déclaré encore comme candidat. Donc, laissons la démocratie se faire au sein. C'est symptomatique de quelque chose, non? Il se prépare. Mais vous verriez c'est une veillée d'armes. Vous verriez qui? Eh bien, moi, je me suis engagée au sein de mon parti radical, donc, à ce que, quand je serai présidente du Parti radical, eh bien, nous fassions un choix collectif. C'est-à-dire que je ne choisisse pas toute seule comme ça dans un coin, mais que je réunis nos amis en congrès, et là, nous auditionnons les impétrants, les futurs impétrants, et nous leur posons des questions sur la manière dont ils voient le parti, son avenir, ses alliances, etc. Et puis à partir de là, nous nous retirons en conclave, nous les laïcs, pour décider de lequel nous soutenons. Avec voilà. la fumée blanche. Et la fumée blanche, laïque encore une fois, sortira à ce moment-là.
Voilà. pourriez C'est être, c'est dans l'idée de cette démarche collective ouais. que je veux redonner au Parti radical, c'est-à-dire démocratie directe. Ce sont les adhérents qui ont le pouvoir. Nous ne sommes rien sans eux, c'est à eux de Mais décider. à un moment où le PS s'effondre un petit peu, au moment où l'UMP est en pleine crise, vous savez, vous, les centristes, un rôle considérable à jouer. Considérable. Est-ce qu'il n'est pas temps de choisir très vite un leader pour porter votre message? Ah, moi, je serais partisan de ça, hein, franchement. Alors, on a Yves Jégo, on a Hervé Morin, on a vous-même qui pouvez peut-être Moi, incarner. j'ai déjà mon élection à gérer. Je ne peux pas être candidate à l'UDI, je peux vous répondre, parce qu'on ne peut pas être candidat dans les deux. C'est interdit par nos statuts. Et deuxièmement, si je suis candidate à l'UDI, je ne pourrais pas être l'ambassadrice. Si je suis président de l'UDI, admettons, miracle, je ne pourrais pas être l'ambassadrice des radicaux au sein de cette famille politique. Or, c'est mon intention principale. Sur les réseaux sociaux, alors là je ne parle pas de président, ce serait bien prématuré, mais il y a un nom qui circule beaucoup pour approcher l'UDI ou enfin un parti centriste, c'est Laurence Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que ça vous paraît? Pour faire quoi? Je ne sais pas, elle regarde beaucoup, semble-t-il, du côté du centre. Ah, mais très bien, moi, la société civile, c'est formidable. Nous présentons une nouvelle offre politique dans le paysage. Hein. C'est une urgence, en plus, qui se justifie actuellement avec le désordre ambiant. Une nouvelle offre politique, ça suppose donc une ouverture, qu'on ne fasse pas comme les autres, qu'il n'y ait pas un clan de professionnels de la politique qu'on voit toujours dire la même chose. Ça suppose une ouverture sur les jeunes, sur les femmes, sur les gens de l'entreprise, les représentants de l'entreprise, de la société civile, qui ont des choses à dire pour renouveler la vie politique. Parce que, au fond, si on a quand même eu quelques limites depuis la création de l'UDI sur le côté, sur l'aspect nous sommes nouveaux. Pourquoi on a eu du mal à convaincre sur la nouveauté de cette offre politique? Parce que les mots nouveaux sont prononcés par les mêmes personnes. Et donc le défi aujourd'hui, c'est d'aller justement renouveler notre recrutement politique. Et si Laurence Parisot veut venir, très bien, mais il faudra qu'elle s'adapte quand même à notre philosophie politique. On n'est pas là, enfin, et justement, MEDEF, est-ce qu'il n'y a pas un problème de clarté des programmes? On a une question de Iwan qui dit « J'ai du mal à croire que vous partagiez le programme de l'UDI adopté par le Conseil national sur un retour des 39 heures payées 35, vous en avez un peu parlé, et sur la réduction des effectifs de la fonction publique de 500 000 agents sur 8 ans, comme l'a défendu Hervé Morin. » Alors, on n'a pas eu le Conseil national. De l'UDI. On n'a pas eu de Conseil national de l'UDI. On en aura un le 14 juin. Mais on n'en a pas eu. Peut-être qu'il parle du Conseil national du nouveau centre, partie membre de l'UDI. C'est possible. Non, on va s'habituer. Oui. L'UDF, on a fini par s'habituer avec tous les partis dedans. mais ça viendra donc sur pour le nous. fond, sur ces mesures-là, pour répondre à Iwan. Ouais. Le nouveau centre, c'est une formation politique qui a une tradition plus libérale que par exemple les radicaux. Vous savez, l'UDI, comme l'UDF, c'est une fédération où il y a des mouvements qui ont des sensibilités communes, mais qui peuvent aussi se distinguer sur certaines choses. Là, manifestement, c'est une distinction que nous avons, mais comment vous dire, ce n'est pas une position de l'UDI, puisque c'est une position de Hervé Morin. Donc il a le droit de proposer des choses, mais l'UDI n'a pas officiellement encore intégré. Voilà. Yves Jégo récemment. Chacun défend ses positions, on mais pas on n'a pas encore une position commune. Du coup, c'est compliqué, ça va être compliqué de vous mettre d'accord sur un programme commun pour 2017. Si, on y arrivera, parce que ce qui nous rassemble, c'est d'abord le refus des extrêmes. Nous sommes des modérés. Modéré, ça ne veut pas dire mou. Hein. On peut être radical dans la modération. Deuxièmement, ce qui nous rassemble, c'est l'Europe. D'ailleurs, même au-delà, puisqu'on a intégré le MoDem aux élections européennes. Et puis troisièmement, ce qui nous rassemble, c'est qu'on a une dimension plus axée vers la société civile. Ce type de sujet que vous venez d'aborder, ça fait partie de nos différences. Donc, mais à force de discussion, nous arrivons toujours à un consensus. Pour être clair, retour aux 39 heures, vous dites non. Non, mais moi je pense qu'il faut revenir aux 39 heures, mais on ne peut pas faire revenir les gens aux 39 heures et en les payant pareil. Payer 37. Ça fait un peu escroquerie, quoi. Vous voyez, les gens ils vont nous dire, bon, là... Payer 37. On va terminer avec une question Oui, Didier. pas 35. On termine avec une question de Didier qui, lui, après vous avoir entendu vous prononcer sur l'avenir collectif de votre parti, vient à une question plus d'ordre d'avenir personnel. Il nous demande, franchement, serez-vous candidate au sénatorial en septembre prochain? Est-ce que ça vous intéresse? Je vais d'abord essayer de franchir le premier cap là, de la présidence du Parti radical. Je ne peux pas courir plusieurs lièvres à la fois. Donc pour l'instant, je me concentre sur cette élection.
Et alors, je ne suis pas Dominique de Villepin, hein, je me présente aux élections, je me suis présenté déjà 3 fois aux élections, au municipal en 2008, au régional en 2010, je crois que c'était 2010, 2009, et puis enfin aux législatives en 2012. Et ça marche pas toujours très bien. Ah bah, j'ai été élu conseiller municipal, ensuite j'ai été élu conseiller régional, bah, ça va, et je le suis encore d'ailleurs. Et j'étais dans des listes où il y avait d'autres personnes qui étaient tête de liste. Bon, ils étaient là depuis longtemps, donc ça, voilà. Ils étaient donc naturellement tête de liste. Un mandat national, ça vous Et sied? puis après, la prochaine fois, aux législatives, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que l'UMP s'est vengé de moi, de mon départ de l'UMP en me mettant en candidat UMP en face. Voilà, j'ai payé le prix, moi, des risques et d'avoir quitté l'UMP et d'avoir rejoint le Parti radical et Jean-Louis Borloo. J'ai payé le prix très fort. Je me suis même retrouvé au tribunal avec le procureur Courroy qui a fait une enquête préliminaire pour savoir si ma salle de bain fonctionnait bien. Bon, quand même, j'ai payé le prix très très fort de mon engagement politique. Donc, maintenant qu'on arrête les procès en illégitimité, hein, d'accord? Ça suffit. Et aujourd'hui, je me suis présenté à 3 élections, je me présente, et donc légitime à le faire, à la tête du Parti radical, il n'y a pas de raison, hein, il n'y a pas de raison. Je pense avoir suffisamment, me mettre suffisamment battu, avoir prouvé par mon indépendance d'esprit et par les prises de risques que j'ai prises, ce que ne font que très rarement les autres, que j'ai envie de faire des choses. Maintenant, j'aimerais bien avoir un mandat national, donc c'est pas quelque chose que je m'interdis, on verra quand. Mais en attendant, pour la présidence du Parti radical, si je suis président du Parti radical, ça me rend d'autant plus disponible pour nos adhérents et nos militants. J'ai comme ça pouvoir faire une présence de proximité, passer mon temps sur le terrain dans les régions, monter un projet politique et ne pas être occupé en cumulant des mandats ou en étant maire d'une grande ville ou de je ne sais quoi d'autre, alors que nous sommes une formation politique qui devons donner l'exemple dans ce domaine. Voilà. Ce sera le mot de la fin, Ramayad. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans Direct Politique. Merci Michel et merci Armelle. Merci chers internautes, on se retrouve mardi prochain, même heure et même endroit, pour un nouveau Direct Politique. D'ici là, restez connectés. À bientôt.